il n'était que commandant quand le 26 octobre 1972, il a conduit, en tout cas, avec des compagnons de lutte, conduit le coup d'État pour renverser le régime du triumvirat, celui qu'il a lui-même surnommé le monstre à 3 têtes. On dit même que ce coup d'État, il n'en a pas été l'auteur, mais seulement le bénéficiaire. Quoi qu'il en soit, c'était lui le chef d'état-major de l'armée dahoméenne à cette époque-là. Son nom, Mathieu Tchabé-Tchad Kérékou. Il dirigera le Bénin à partir de cette époque d'une main de fer jusqu'à 1989, fin 1989. Et puis, il accepte une transition politique. Celle commence par la fameuse conférence nationale des forces vives qui sera copiée un peu partout en Afrique avec des destins divers. Mathieu Kérékou a-t-il vraiment joué pour le Bénin le rôle premier, le rôle phare qu'on lui attribue? Quelle est sa responsabilité dans la situation dans laquelle se trouve le Bénin d'aujourd'hui, situation positive ou négative, vous l'analyserez comme vous la vivez. J'ai en tout cas sur ce plateau 2 invités qui ont d'une certaine façon vécu ou étudié l'époque Kérékou. Il s'agit du directeur Euseb Patimvo. Il est instituteur à la retraite, mais pas retraité. Il est encore très actif. Euseb Patimvo, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'accepter notre invitation. Vous avez un salut pour nos auditeurs, certainement que vous retrouvez souvent sur l'émission de Loris Davo, l'autre école. Merci, chers amis les auditeurs et téléspectateurs Eden TV Diaspora FM, bonjour. Et merci donc à vous de nous rejoindre pour discuter de ce sujet que nous trouvons important en ce qui nous concerne. En face de vous, Zachary Gambou, il est directeur de publication du quotidien La Flamme du Golfe. Zachary Gambou, bonjour. Bonjour. Merci à vous de nous rejoindre donc sur ce plateau. Vous l'avez connu vous aussi, une grande partie, sinon probablement, de l'époque Mathieu Kérékou. Je m'adresserai d'abord à celui qui, de nous trois, paraît visiblement avoir vécu l'intégralité de cette période-là, directeur Euseb Patimvo, sauf erreur de ma part. Quel souvenir avez-vous de Mathieu Kérékou, de son accession au pouvoir, si en cette époque-là, vous étiez déjà suffisamment aguerri pour voir la transition politique, ou du moins les événements politiques qui l'ont amené à devenir le président du Dahomey de l'époque? D'entrée de jeu, je dirais que je rends hommage à celui-là qui est le précurseur de la démocratie africaine et qui a fait que la démocratie s'est progressivement installée au Bénin d'abord, par la conférence des forces vives de la nation. Un homme humble, parce que s'il n'avait pas été humble, il avait tout pour remettre l'état de droit, la démocratie dont nous parlons, en cause. Mais l'homme de foi et l'humilité aidant, il s'est remis en cause. Et c'est la qualité que je demande à mes chefs d'État africains aujourd'hui pour que l'Afrique soit vraiment démocratique. Donc je dirais que cet homme, je l'ai connu quand j'étais en classe de 5e au CEG d'Ambou, quand le coup d'État a eu lieu le 26 octobre. À l'époque, l'information a circulé rapidement. Vous avez été informé dès le 26 octobre? Dès le 26 octobre, parce que vous savez, pour les coups d'État, le pays est champion en coup d'État. Donc, ce coup d'État a commencé par la note militaire, la musique militaire qui annonçait d'habitude que quelque chose a changé encore. Que quelque chose a changé encore. Donc, quand je l'ai écouté, quand j'entendais, j'avais l'appréhension qu'il y avait quelque chose qui se passait. Effectivement, la déclaration a été faite que le GMR, le gouvernement militaire révolutionnaire, et c'était la voix de Mathieu Kérékou, commandant, comme tu l'as dit tantôt, a tonné. Et c'était l'expectative, tout le monde attendait, et je pense que cela s'est très bien passé quand même. Parce qu'il y avait, comme tu l'as dit, le monstre à 3 têtes, Akwiti, Aroumane et Guemaga, qui ne s'entendaient pas toujours, les ennemis de toujours, et il a mis. Et c'est vrai, il n'était pas dans ce coup qui a mis fin
au moins à 3 têtes. Mais semble-t-il qu'il préparait lui-même un autre coup, parce que c'est quelqu'un qui aime la stabilité. C'est quelqu'un qui n'aime pas le désordre. Il est vrai, les gens le présentent comme quelqu'un qui est rigoureux, qui aime les coups de force. Mais c'est un homme simple. Et quand il aime beaucoup défendre les causes les plus perdues, selon mes recherches, et il a été pris au dernier moment. Sinon, c'est ses amis à Sogba, à Ikpe et Bento qui avaient fait le coup d'État en fait. Donc, comme on a vu que c'est quelqu'un qui aime s'imposer, qui est posant et qui aime affronter, on l'a pris. C'était une chance pour la République du Dahomey d'alors. Alors, dites-moi, Zakari Kangbo, vous n'avez peut-être pas vécu l'accession au pouvoir de Mathieu Tchabitchad Kérékou, mais vous avez vécu sa gouvernance, vous avez vécu son pouvoir. Quand vous avez commencé à prendre conscience qu'il y avait à la tête de notre pays un gouvernement de poigne, comment l'avez-vous vécu à cette époque-là? Vous avez pensé, vous aussi, qu'on avait affaire à un dictateur? Non, assurément pas. D'abord, je vous remercie pour le sujet du jour, parce que je me suis dit, est-ce que c'est toutes les chaînes qui seront en train de commémorer la mémoire du défunt Kérékou aujourd'hui, du président Kérékou. Donc, je vous remercie d'abord pour le thème choisi. Donc, moi, je n'ai pas vécu autant la cession au pouvoir de Gérard Mathieu Kérékou, mais j'ai vécu la période où les choses ont commencé par véritablement changer. Et vous avez posé la question de savoir tout à l'heure si je l'ai vécu en tant que dictateur. Vous l'avez perçu. Que si je l'ai perçu en tant que dictateur. Non, ce n'est pas le cas, je ne l'ai pas perçu parce que celui-là, il est arrivé remettre les choses, mettre de l'ordre dans les choses. Vous n'étiez pas là quand il y avait des ordres? Je n'étais pas là quand il y avait des ordres, mais quand les soirs que j'ai appris, quand je l'analyse un peu, je vois que c'est quelqu'un qui est venu remettre de l'ordre. Vous avez été fils d'une personnalité du régime ou fils du petit peuple qui, quand même, à un moment donné, a manqué du minimum pour vivre. Il ne faut pas se leurrer. Entre 87 et 89, la situation socio-économique du Bénin était désastreuse, catastrophique, voire calamiteuse. Justement, mais c'était parce que il y avait des désordres, ce n'était pas à cause de son arrivée, ce n'était pas parce qu'il était arrivé. Celui qui était au pouvoir de 112 à 87, on peut considérer que si la crise a commencé en 87, il a quand même une responsabilité. Bon, d'accord, je n'en discute pas. Maintenant, je suis en train de dire qu'il n'était pas entièrement responsable de la crise parce qu'il y avait des conflits entre ceux qui prétendaient avoir quand même le pouvoir au moment où il était à la tête du pays. Il y avait une instabilité politique, j'allais dire. Il y avait une instabilité politique. Donc, de sa position de chef d'État, il est arrivé major de l'armée. Il a quand même su gérer les choses dans une dictature bon, aujourd'hui, nous voyons ça comme une dictature, mais en réalité, ce n'était pas une dictature. C'était pour quand même donner... Je ne pense pas que les Ousmane Baparapé, les Togbadja et d'autres diraient la même chose que vous êtes en train de dire là. Bon, dans ma position d'observateur, puisque je n'avais pas vécu tellement la période, j'ai vécu la période de 80 jusqu'à maintenant, donc je sais de quoi je parle. Il y avait vraiment une instabilité politique, ce qui rendait un peu la gouvernance et puis ce qui avait amené la crise socio-économique et tout que nous vivons, bon, que nous avons vécu depuis ce temps-là jusqu'à 90. Jusqu'à 90. On ne va pas s'étendre sur la gouvernance de Mathieu Kérékou numéro 1. On en a connu, si on n'en juge pas les expressions utilisées souvent par les journalistes, M. Gangbo ne me dirait pas le contraire. On a connu Mathieu Kérékou 1, Mathieu Kérékou 2, Mathieu Kérékou 3. Mathieu Kérékou 1, c'était donc l'homme de poigne qui a dirigé le Bénin d'une main de fer de 72 à 91. En fait, je dirais même de 72 à 89, puisque de 90 à 91, la période était probablement plus adoucie
était dans la transition démocratique et l'essentiel des pouvoirs était détenu par le Premier ministre de l'époque. Parlons surtout justement de cette transition, parce que c'est ce que nous retenons aujourd'hui de Mathieu Tchabé Tchaad Kérékou. Vous le disiez, vous parlez d'humilité. Est-ce qu'on peut véritablement attribuer à Mathieu Kérékou le mérite de cette transition démocratique que le Bénin a vécue à partir de la fin de 1989 jusqu'à mars 91 où, avec le nouveau président Nicéphore Soglo, on est vraiment entré définitivement en démocratie? De mon piédestal, je pouvais dire que l'histoire se répète. Quand un homme prend le pouvoir et ne sait pas les intérêts de la métropole, vous savez comment on le traite en Afrique. Permettez-moi de le dire. Alors, j'ai dit que l'histoire se répète. Regardez un peu le Rwanda, regardez un peu le Bénin. Alors, je vais à Mathieu Kérékou. Il y avait instabilité politique. Si je me réfère un peu au printemps arabe, pour le petit homme d'histoire que je suis, je pense que tout est orchestré. La belle preuve, l'agression du 16 janvier. Alors, ce n'est pas moi, ce n'est pas nous, ce n'est pas nos intérêts qui sont pilotés par ce chef d'État-là. Mettons-lui les bâtons dans les roues. C'est ce que je comprends par cette instabilité dont a parlé tout à l'heure M. Tchabi. Donc, pour en revenir à Mathieu Kérékou, M. Gambo, pour en revenir à Mathieu Kérékou, il a bien commencé. Très bien commencé. Et ce qui m'a le plus plu dans sa gouvernance, c'est qu'il avait de la rigueur, il avait de la discipline. Et il a amené le peuple au travail, ce que nous ne faisons pas aujourd'hui. Alors, s'il a accepté cette transition, c'est qu'il a un caractère intrinsèque à lui qui, contrairement aux autres chefs d'État, sait se remettre en cause. Il a su se remettre en cause. Il avait l'armée. J'en veux pour preuve les déclarations de Kouandété, les Azonyiho qui le poussaient à ne pas laisser le pouvoir, je sais ce que je dis, qui le poussait à ne pas laisser le pouvoir. Mais il s'est dit, remettons-nous en cause. Ce n'aurait pas été cela que on pouvait, comme au Ghana, vous voyez bien, cela se disait, on pouvait faire la fête à tous ceux qui étaient dans cette salle du PLM, ou bien les têtes de pont, comme cela se fait, comme au Togo, et ça en aurait fini. On allait ranger au placard la conférence nationale des forces vives. Mais il a accepté. Avec l'accompagnement de Monseigneur Doussouza, le coadjuteur, paix à son âme aussi, et avec son conseil, son accompagnement, je pense que s'il allait écouter ses collègues d'armes, il avait aussi la pression de certains chefs d'État africains qui s'éternisaient au pouvoir. Il n'allait pas partir. Donc je dis, il en est beaucoup et je lui rends hommage. Est-ce que vraiment, M. Gambo, vous pensez que Mathieu Kérékou tient tout le mérite, alors que déjà, certains facteurs se sont réunis, se sont agglomérés pour le mettre vraiment au pied du mur, notamment la crise socio-économique, les révoltes estudiantines, le Parti communiste du Bénin qui n'en finissait pas de mettre également je vais dire, le feu aux poudres, avec également la pression internationale, la chute du mur de Berlin à l'extérieur, la chute des dictatures, comme celle de Nicolas Ceausescu, qui était un modèle pour certains dirigeants africains. Est-ce qu'il n'y avait pas un peu trop de facteurs qui ont montré à Mathieu Kérékou que s'il tentait le forcing, on allait aboutir dans notre pays à un véritable bain de sang? Bon, c'est vrai, vous avez raison. Si tel que mon directeur le dit tout à l'heure, si il n'accédait pas, c'est-à-dire s'il n'acceptait pas cette conférence et s'il n'acceptait pas les résolutions, nous allons assister à d'autres choses. Mais ayant pris conscience, malgré les pressions extérieures et intérieures, parce qu'à l'intérieur, il y avait des pressions. Il avait tellement de pression qu'il pouvait dire non, qu'on mette fin à cette histoire. Et aujourd'hui, nous ne serons peut-être pas ici à dire ce que nous sommes en train de dire. On allait vivre la situation autrement. Ce qui m'a marqué
dans cette histoire de conférence, c'est que le dernier jour, c'est-à-dire les derniers jours de cette conférence, le peuple était à l'écoute. C'était pathétique, le peuple était à l'écoute. Qu'est-ce qui allait se passer? Personne n'avait, c'est-à-dire ne comprenait pas que le président allait accepter les recommandations et les résolutions. Donc, comme l'instituteur l'a dit, le directeur l'a dit, le directeur Patimvo l'a dit, c'est que nous devons rendre hommage à cet homme qui a accepté amener la démocratie, c'est-à-dire que le Bénin soit un pays démocratique. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à votre question. Cette contribution de Mathieu Kérékou à l'instauration d'un régime démocratique au Bénin. Quoi qu'il en soit, donc Mathieu Kérékou, ce jour-là, on vient de voir quelques images. L'histoire raconte que ces partisans lui avaient préparé un discours, mais que lui-même avait déjà préparé son texte, qu'il a sorti de sa poche, on a pu le voir sur les images. Ouais. Il a sorti un bout de papier, plié totalement, peut-être en 8, et à la surprise de ceux qui étaient ses plus fervents partisans, ceux qui étaient pour son maintien au pouvoir contre vents et marées, il a déplié ce document et il a, à la fin de son discours, affirmé qu'il accepte, vous l'avez dit, les résolutions de la conférence des forces vives de la nation. Et c'est cela qui a changé l'image de Mathieu Kérékou, qui a fait que de 17 ans de dictature, l'homme devient subitement démocrate pour avoir juste, sous la pression, accepté de se soumettre au système démocratique. Permettez-moi de lire ceci. Et celui qui l'a écrit n'a pas trop menti. Dis. Homme énigmatique, imprévisible, insaisissable, doté d'un grand sens d'humour, travailleur infatigable, puissamment aidé par le destin, redoutable manœuvrier sur le plan politique. Vraiment, il était imprévisible parce que c'était un autre plan que ses pères lui avaient préparé. Et il avait les moyens pour, même de l'extérieur. N'oubliez pas que notre colonie phare dans le temps, c'était l'URSS. C'était Cuba. Vous voyez? Oui, mais l'URSS venait de connaître était en pleine crise. Et depuis 1986, d'ailleurs, le président Gorbatchev avait décidé de ne plus aider les pays africains. Je sais. Mais on avait un background nous permettant, sans eux, de faire ce que nous voulons. Avec Cuba, par exemple? Avec Cuba, par exemple. Il y avait des États africains qui étaient prêts à nous soutenir. Mais imprévisible qu'il est, et homme de foi, de cœur. Et sa carrière militaire, depuis son intégration à l'école militaire, enfant de troupe, l'a aidé. La discipline militaire, il l'a gardé jusqu'au bout. Mais imprévisible parce que cette discipline militaire n'exclut pas qu'on ait du cœur, qu'on ait le patriotisme pour son pays. Donc c'est l'amour pour son pays, fatigué des coups d'État de 60 à 72. 5 au total d'ailleurs. Qui a fait qu'il s'est dit halte. Et notre aîné Sagbon l'a chanté halte au coup d'État. Il pouvait faire un coup d'État et se pérenniser au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Des présidents. Et ce que nous devons constater, à chaque fois qu'il devait laisser le pouvoir, il le laissait de gaieté de cœur. Il le laissait de gaieté de cœur. Jean Boeuf, pour preuve, son discours. Après 15 années d'expérience démocratique, notre pays vit en paix. Les institutions de la République fonctionnent régulièrement. Les Béninois et Béninois jouissent des libertés fondamentales. La liberté de presse est garantie. L'environnement juridique est assaini. Là, c'est le discours qu'il a prononcé en 2006 quand il devait quitter le pouvoir au moment de l'arrivée de Boni Yayi au pouvoir. Boni Yayi au pouvoir. Il y a des dessous de couloir qu'on ne nous dit pas. En 91, qui avait gagné réellement les élections? Bon, ça, une polémique existe tout autour, mais on n'a aucune preuve, on ne va pas réveiller. Donc, nous avions voulu changement pour changement et il a accepté. Ça, c'est un sacrifice que beaucoup de chefs d'État africains, même le commun des mortels, face à la jouissance, on n'aurait pas laissé. Mais je pense que peut-être son passage un peu au petit séminaire, comme on l'a dit,
a été pour quelque chose. Maintenant, Mathieu Kérékou, président l'homme politique qui quitte le pouvoir en 1991, revient quelques années plus tard, 96. en 1996, poussé par une classe politique qui rejette désormais celui qu'ils ont porté 5 années plus tôt, Nicéphore Soglo. Est-ce que Mathieu Kérékou, en acceptant de jouer le jeu de cette classe politique-là, n'a pas donné le là pour mettre un terme à un processus de développement qui était en cours et qui aurait pu continuer mieux avec Nicéphore Soglo? Bon, je rappelle ce que Nicéphore Soglo, quand il a quitté la Banque mondiale pour le Bénin, il a été le premier ministre de Kérékou pendant un an. Et pendant un an, en 1991, c'est celui-là que le peuple a choisi pour présider au mais quand vous dites premier ministre de Kérékou, il faut noter que c'est lui qui avait le pouvoir exécutif entre les mains. Le pouvoir exécutif entre les mains. Bon, ce que je voudrais dire ici, c'est pas le pouvoir exécutif qu'il avait sous la main, mais c'est pour dire qu'il a été le serviteur, c'est-à-dire quelque part le collaborateur de Kérékou. Et c'est celui-là que le peuple a choisi en 91, quand il est arrivé en 91. Mais en 96, le peuple a dit non, il faudrait que qu'on ramène celui-là qui nous a aidé, qui nous a permis d'avoir la démocratie. Ça voudra dire que dans ce comportement du peuple vis-à-vis de Gérard Kérékou, c'est que le peuple l'a perçu comme l'homme le plus simple, celui qui a amené la paix dans le pays. Donc c'est pour cela qu'ils l'ont réélu en 1996. Vous avez posé tout à l'heure la question de savoir si ce n'est pas le prolongement d'un... Rappelez-moi un peu... Oui, en fait, la classe politique a voulu se débarrasser de Nicéphore Soglo, alors que ce dernier nouvellement arrivé avec les idées de la Banque mondiale et consorts, était dans un processus de développement que beaucoup reconnaissent aujourd'hui. Est-ce que Kérékou n'a pas contribué à mettre un coup d'arrêt à ce processus? C'est vrai, en ce moment-là, notre démocratie était jeune, c'était un enfant. C'était un enfant et on ne pouvait pas dire que Kérékou a contribué à ce système politique qui voulait pérenniser, c'est-à-dire les choses. Mais de ma position de journaliste, moi je me suis dit simplement que certainement s'il est revenu, c'est le peuple qui l'a voulu. Parce que c'est ce même peuple-là qui l'a, si mes souvenirs sont bons, c'est ce même peuple qui l'a chassé. Il est allé se réfugier dans une église à Saint-Michel. Et puis ce même peuple l'a adopté et l'a fait revenir en 1996. Donc moi, là, de ma position, je ne vois pas si c'est un processus de truc là, c'est toujours la politique qui continue à ce niveau-là. Donc c'est le peuple qui l'a chassé du pouvoir, c'est le peuple qui l'a fait ramené le pouvoir, donc c'est tout à fait normal. Directeur de Patinvo, on a vu donc Mathieu Kérékou qui, quand il est arrivé, a quand même connu 2 régimes successifs au cours desquels les scandales de corruption n'ont pas manqué. Est-ce que là, il n'a pas une responsabilité, d'autant plus qu'à la fin de son premier passage au pouvoir, c'est-à-dire l'époque de la dictature, il y avait déjà de nombreux scandales de corruption, de malgouvernance qui avaient été dénoncés. Est-ce que Mathieu Kérékou n'est pas quelque part responsable de la situation économique qu'il a léguée à ses successeurs à la fin? Le Bénin, mon pays, le Dahomey devenu Bénin, est malade de ses intellectuels. Monsieur James Bagiti, permettez-moi de vous dire, lors des campagnes en 95-96, le général Mathieu a prononcé une phrase. Si vous êtes prêts, je suis prêt. Il était tranquille dans les filaos quand on est parti le chercher pour porter un coup à la démocratie. Et c'est les intellectuels béninois qui l'ont fait. Ils pouvaient se taire. Ils pouvaient se refuser. Et refuser. Laisser libre cours à la démocratie. À la démocratie. De continuer, surtout au développement de continuer. Ils pouvaient donner la main à ses pairs, ce qu'il a refusé lors de la conférence. Mais les intellectuels l'ont ramené parce que dans le temps, le président d'alors Soglo ne faisait pas leur intérêt. Et ne faisait pas l'intérêt de qui vous voulez, je ne veux nommer personne.
Parce que dans le temps, il faudrait reconnaître que le président Soglo se tournait beaucoup plus vers les États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup. Alors que chez nous, traditionnellement, on dit le marché, c'est de part et d'autre qu'il faut ramener les rentes, les ingrédients pour faire la sauce. Donc, la mère colonie ne voulait pas ce clivage-là. En plus des intellectuels béninois qui l'ont fait arriver. C'est pourquoi il a dit la fameuse phrase, si vous êtes prêts, je suis prêt. Il est arrivé. Il y a eu beaucoup de choses non éclairées. J'ose croire qu'un matin, les historiens de mon pays diront la vérité de ce peuple béninois de 90 à ce jour. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, en est une preuve. Donc, pour moi, il y a eu des scandales. Il y en a actuellement, il y en a toujours eu. Mais le béninois n'aime pas la coercition. On n'est pas respectueux des règles de la République, on ne respecte pas les lois. Je me rappelle les conseils des ministres, les mercredis, où Mathieu Kérékou dénonçait beaucoup de choses. Mais quand il est revenu, si vous êtes prêts, je suis prêt, nous sommes prêts à la corruption. Il ne pouvait pas, outre mesure, en tant que chef d'État. Et il a perdu un peu de sa virilité d'homme militaire. L'âge aidant, c'est ça? Oui. L'âge aidant. Et les pressions de part et d'autre, j'ai méconnu Kérékou, homme du 26 octobre 72, homme du marxisme-léniniste, homme des Trois Glorieuses, vous voyez, homme, instituteur je suis, l'école nouvelle unité de production. Je l'ai méconnu. Je me rappelle en mai 1978, lors de la foire scolaire à Saint-Rita, à la Maison du Peuple, voilà un homme de vigueur. Il a fait de nous des élèves ouvriers pouvant travailler de nous-mêmes. Aujourd'hui, on parle de l'auto-emploi. Mathieu Kérékou est sur cette vision. Ne parlons pas seulement de la corruption. Il était dans la vision où, au sortir de l'école, l'enfant béninois, l'enfant Dahomey dans le temps, pouvait entreprendre quelque chose. Pas le type d'Akowé, le représentant du colon. Akowé qui ne peut se débrouiller autrement qu'avec son stylo. Qu'avec son stylo, voilà, et sa tête. Et sa tête dans le papier. Il ne pouvait pas aller à la terre. Il ne savait même pas balayer sa chambre. Donc, pour moi, c'était la pression des intellectuels qui a fait cette mutation de Kérékou. Et il s'est tu. On a bien mangé pour utiliser le langage vulgaire. On a bien détourné. Et qui a été inquiété. Voyez ce qui se passe aujourd'hui. Pas grand. Donc, pour moi, c'est nous-mêmes intellectuels qui avons amené Kérékou de 1996 à 2006 dans ce sillage-là. Est-ce que, M. Zakari Gambo, vous reconnaissez que durant les 2 mandats qu'il a exercés en tant que président démocrate, Mathieu Kérékou a été un peu laxiste sur la lutte contre la corruption? Oui, il a été un peu, il a relâché les choses, je vais dire. Il a relâché les choses parce que... Il y avait quand même une seule de moralisation de la vie publique. Oui, il a créé beaucoup de structures pour décourager les intellectuels au niveau des institutions de se verser dans la corruption et autres détournements. Mais n'allons pas dire qu'il a encouragé celui qui a institué, c'est-à-dire mis en place des institutions pour lutter contre la corruption. N'allons pas dire que celui-là a contribué, il a en même temps contribué c'est-à-dire au phénomène de la corruption. Je me rappelle en 2001, c'était en 2001 que la série de la moralisation de la vie publique a été, sauf erreur de ma part. Mais la dame qui était là, c'était une dame... Adjaï Sika. Voilà, Adjaï Sika était une dame de fer. Et il ne pardonnait pas. Mais comme on le dit, nous le disons ici, la pression intérieure et la pression extérieure venue de l'extérieur a fait que le président Kérékou a relâché un peu les choses. Vous dites, comme ils m'ont ramené, ce sont eux qui ont voulu que les choses se passent ainsi. De ma position, de truc là, c'est ce que je me suis dit. Sinon, celui qui a mis des institutions en place pour lutter, comment on peut comprendre que depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, nous continuons de parler de la corruption, du détournement et tout. Donc, il a beaucoup fait dans ce sens, mais nous, les Béninois, comme nous aimons le dire, nous aimons beaucoup,
c'est-à-dire regarder à côté, détourner, prendre quelque chose. Nous aimons tout ça. Et ça là, ce n'est pas truc là, la responsabilité du président. Mais ça revient au système éducatif de beaucoup travailler à ce que le bien public soit respecté. Parce que si le système éducatif est c'est-à-dire écarté de cette éducation, c'est-à-dire de la sensibilisation sur les biens publics ou bien par rapport aux biens publics, nous allons toujours, 20 ans, peu importe l'année, nous allons toujours continuer à déplorer cette situation. Donc, il faudrait que le système éducatif prenne à bras le corps ce volet de trucs-là pour éduquer, sensibiliser les apprenants. Parce que les apprenants que nous avons aujourd'hui, ce sont eux qui deviendront des cadres de demain qui vont diriger. Et s'ils continuent dans ce sillage, c'est que nous allons toujours déplorer la corruption. Donc, le Kérékou n'a pas du tout cautionné la corruption. Il a mis des institutions en place pour lutter contre la corruption. Mais ces institutions, elles sont devenues ce que les hommes qui les ont dirigées ont voulu qu'elles deviennent certainement. Monsieur Kouatima, vous avez un mot placé là. Je voudrais dire, il a toujours répété, je ne sais pas qui est l'auteur, les lois ne valent que ce que sont les hommes chargés de les appliquer. En effet. Et nous allons finir avec l'héritage de Mathieu Kérékou, 14 octobre 2015, 14 octobre 2018, 3 ans maintenant que Mathieu Kérékou est parti. On a probablement, en tout cas, commencé déjà à oublier Mathieu Kérékou. Est-ce que la classe politique d'aujourd'hui vous apparaît comme étant héritière de cet homme qu'a été Mathieu Kérékou? Vous-même, vous l'avez dit, l'avoir méconnu à un certain moment. Que faut-il garder de lui? Est-ce l'époque où il était plus rigoureux? Est-ce l'époque où il était un peu plus laxiste? Ou bien, d'ailleurs, cette classe politique qui gère le Bénin aujourd'hui, qu'a-t-elle gardé de Mathieu Kérékou? Je ne sais pas si James William Baguidi me pose une peau de banane. Je n'aurais pas peur de le dire. Kérékou n'est pas mort. Il est là, qui combat à travers peut-être les dirigeants d'aujourd'hui, dans une certaine mesure, s'il n'y a pas la sélection. Je répète, s'il n'y a pas la sélection, Kérékou est revenu. Le Mathieu Kérékou des mercredis, après le conseil, est revenu. Et sous quel village? Sous le village de Patrice Talon? Je ne veux pas le dire. Nous n'aimons pas assumer nos responsabilités. Nous n'aimons pas... Vous parlez de quel mercredi? Les mercredis de l'époque révolutionnaire ou les mercredis de l'époque de l'époque révolutionnaire. Quand il y avait je me rappelle que des gens, à cause de 77 francs, ont été suspendus de leur travail. Et ceux qui ont pris plus, on les a mis en prison. On les a mis en prison, on les a mis en demeure de payer. 77 francs. 77 francs, je me rappelle. Bon, si je n'ai pas perdu le journal, je dois l'avoir dans ma bibliothèque à Porte-Nouveau, quelque part. Et ça a été relayé par la voix du... Ewuzu, c'était le journal, dans le temps. Aujourd'hui, le matin, non, la Nation. La Nation, Ewuzu. Donc, j'ai acheté, mon papa l'a acheté, l'a lu, et il faisait partie des CDR dans le temps. Et, bon, chaque fois que le journal sortait, ça lui venait et j'ai gardé. À cause de 117 francs, on a suspendu des gens. Il y avait un thème approprié. On les démettait de leur service. Donc, aujourd'hui, nous n'aimons plus assumer nos responsabilités. Donc, pour moi, Mathieu Kérékou est revenu, ne serait-ce qu'intentionnellement. Je ne le vois pas nécessairement dans la personne de Patrice Talon, mais je vois que Mathieu Kérékou est revenu. Puisque les institutions de lutte contre la corruption et l'impunité, ça sont en train de s'asseoir. Il suffit que il y en a plus aujourd'hui avec des pouvoirs plus élargis. Il y en a trop même. Donc, pour moi, c'est bien si on peut asseoir un peu cette rigueur-là, individuellement et collectivement. Je pense que les idéaux de Mathieu Kérékou face à la corruption, face à l'impunité, vont être respectés et je pense que le développement économique va s'en ressentir. Zakari Gangbo, Mathieu Kérékou est parti depuis 3 ans. Est-ce que vous avez, vous, l'impression que son héritage est porté par une partie de la classe politique aujourd'hui? Oui, je peux dire que son héritage est porté aujourd'hui par une partie de la classe politique. Qui, par exemple? Bon,
Vous voulez que je cite si vous en avez, si vous avez des exemples à nous donner, parce que nous, on ne voit pas grand-chose. Hein. Non, d'abord, je vais d'abord parler de l'héritage que nous a laissé le président Mathieu Kérékou. C'est la paix, la démocratie. D'accord. Et maintenant, l'héritage pris par un parti politique, je ne pourrais pas donner des exemples clairs ici. Mais tout qu'on fait, il y a des gens qui continuent de travailler à toujours garder son héritage, à toujours travailler que la mémoire de Gérard Kérékou soit toujours respectée et entretenue. Bon, sur ça, je ne pourrais pas quand même évoluer beaucoup parce que je n'ai pas des informations fiables, claires pour quand même m'opiner sur cette question. Mais je me suis dit, tout à l'heure, j'avais posé la question de savoir est-ce que on a l'impression que la mémoire de Kérékou, les gens ont commencé par oublier un peu la mémoire de Kérékou. C'est vrai, j'ai l'impression que effectivement les gens ont commencé par oublier un peu. Ça veut dire il y a 3 ans. Et tout à l'heure, je remerciais à l'entame de l'émission, je vous remerciais pour le thème choisi, pour le thème du jour. Mais reste à savoir si des gens continuent de garder ce tome-là en mémoire. Je me pose la question. Et ce serait dommage si nous l'oublions de sitôt. Ce serait un peu dommage si nous oublions la mémoire de Kérékou de sitôt parce qu'il a trop fait pour le pays, donc on ne peut pas l'oublier. Eden Télévision a décidé de ne pas oublier trop tôt Mathieu Kérékou. Diaspora FM est dans la même dynamique et c'est pour cette raison que Matin d'Eden de ce jour est consacré à la mémoire de l'homme pour que cette mémoire ne se perde. C'est pour cette raison que vous avez été invité, directeur Zeb Patimvo, instituteur à la retraite. Un dernier mot pour le chemin que parcourt aujourd'hui Mathieu Kérékou, peut-être plane-t-il sur le Bénin d'aujourd'hui et c'est lui qui maintient cette cohésion sociale et cette paix que nous continuons de vivre. À l'africaine, je dirais, nous parlons en histoire d'Othman Dan Fodio, de Sundiata Keïta, de Sékou Touré, de Béhanzin, j'en passe. Je pense que Mathieu Kérékou est l'un de ces précurseurs des révoltes du ras-le-bol du peuple africain. Alors, ce que je voudrais dire, imitons-le un tant soit peu dans sa lutte contre la corruption et l'impunité. Et je pense que nous serons heureux. Au passage, je rappelle qu'il y a la fondation Mathieu Kérékou. Et j'ai comme l'impression que c'est l'ex-ministre Oudou Ali qui dirige sa mémoire, qui continue dans le parti béniniste. Ressemblant un peu à Kérékou, transformons effectivement nos écoles en unités de production. Et je pense que après quelques coups théoriques dans les livres, retournons à la terre et nous serons heureux. Vous pensez, vous, M. Gangbo, que on peut encore tirer quelque chose de l'époque Kérékou, peut-être de l'époque révolutionnaire, pour changer le Bénin de demain? Aujourd'hui et demain? On peut quand même changer le Bénin en prenant exemple sur cet homme-là. Parce que, comme le directeur l'a rappelé tout à l'heure, l'école nouvelle, il y avait dans le programme, d'entretemps, des activités qui permettent aux élèves d'alors, après la sortie de l'école, c'est-à-dire après le cursus scolaire, peut quand même entreprendre. C'est-à-dire les activités de coopératives dans les écoles. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, il n'y a plus des activités de coopératives. Hormis ça, nous pouvons, je l'ai dit tout à l'heure, réintégrer la morale. Aujourd'hui, on parle de civisme, on parle de morale, mais morale pas en tant que telle. Morale pas en tant que, c'est-à-dire il faudrait que l'accent soit mis sur cette valeur-là, sur cette éducation qui est la morale, qu'on ramène la morale et que nous faisons de nos enfants des citoyens honnêtes, des citoyens dignes, capables de diriger le pays pour que le phénomène de corruption soit le phénomène de corruption qu'on connaisse une fin. Donc voilà ce que merci. Merci à vous, Monsieur Zakari Gangbo. Vous êtes directeur de publication de la Flamme du Golfe. En face de vous, Euseb Patimvo, instituteur à la retraite. Un extraordinaire chemin. C'est
achevé, mais un extraordinaire voyage s'est achevé, mais un extraordinaire voyage a commencé depuis 3 ans. Nous sommes persuadés que de là où il est, Mathieu Tchabé-Tchad Kérékou n'a pas oublié son pays et que s'il en avait le pouvoir, il ferait encore des choses pour que le Bénin se porte mieux. C'est le moment de rendre un hommage mérité donc à l'homme, de saluer sa descendance, sa progéniture et de présenter encore une fois nos condoléances les plus attristées à Madame Marguerite Kérékou et à tous les enfants et petits-enfants de Mathieu Kérékou pour le deuil qui est survenu non pas seulement sur cette famille, mais sur tout le Bénin depuis le 14 octobre 2015. Merci à vous, chers invités, d'avoir pris part à cet entretien. On n'aura pas croisé le fer parce que l'histoire de Mathieu Kérékou fait l'unanimité et donc nous sommes restés globalement d'accord sur ce qu'il faut en retenir. Merci à vous donc et à très bientôt. Matin d'Eden se poursuit maintenant. Merci.